Bonjour à tout le monde. Je voudrais attirer votre attention sur la situation de notre pays que je considère être en danger. Très souvent, nous nous rendons compte que nos amis du pouvoir profitent de l'ignorance d'une catégorie de nos concitoyens pour justement donner une autre impression ou sinon une autre image d'eux, alors qu'en réalité, ce ne sont que de criminels. Aujourd'hui, je vais tenter de vous les démontrer sur base de leurs propres données. Nous allons insister sur les finances publiques. Nous allons parler de la volonté de M. Félix Tshisekedi à créer les conditions pour qu'il y ait malversation financière. Nous allons insister sur le fameux procès Bukangalonzo et éventuellement vous démontrer du caractère caporaliste de la procédure que nous condamnons par ailleurs. Mais à la fin, on va insister ou nous allons nous appuyer sur ce que M. Nicolas Kazada a dit et éventuellement on va survoler les vraies raisons qui ont fait que l'inspecteur général de finances soit éjecté au-delà des autres principes de gestion du personnel. Chers concitoyens, il vous souviendra qu'en 2021-2022, nous avons eu à organiser une série d'activités dans le même sens. Nous vous avons démontré que le fameux programme de 145 territoires était un mécanisme d'enrichissement illicite et de détournement de fonds publics. Nous vous avons dit que le programme de 100 jours était conçu justement pour enrichir ceux qui sont au pouvoir. Et nous revenons aujourd'hui pour faire l'état des lieux, et éventuellement faire l'évaluation. Parce que comme vous le savez, celui qui est devant vous est non seulement politique, mais c'est un économiste de formation. Et donc naturellement, mon approche sera plus technique. Je me permets de demander à mes services de vous distribuer un certain nombre de documents. Parmi ces documents, vous avez le programme de 100 jours. Vous aurez le fameux programme de 145 territoires, que je n'ai pas. J'en ai pas ici. Vous aurez le manuel de procédure et du circuit de la dépense publique. Vous aurez éventuellement la liste de structures que M. Félix Tshisekedi a eu à créer au niveau de la présidence de la République. Vous aurez enfin la fameuse ordonnance fixant les avantages liés aux membres de son cabinet. Et je crois que sur base de tous ces éléments, vous allez comprendre de quoi il s'agit en réalité. Premièrement, en date du 24 janvier 2019, M. Félix Tshisekedi a eu à prendre une série d'ordonnances. Parmi ces ordonnances, il y avait l'ordonnance portant nomination de son directeur de cabinet qui est le professeur Kamere. Il a nommé et quelques temps après, au mois de mars, ils ont eu à lancer le fameux programme de 100 jours. Dans ces programmes, on vous a présenté un tableau synoptique, un tableau synthèse, avec un coût global de 488 145 106 francs et 106 dollars. C'est-à-dire, en réalité, on vous l'a présenté justement parce que il savait très bien que ce n'était pas vrai. Il y avait d'autres éléments, il y avait d'autres projets qui n'apparaissaient pas dans le tableau synoptique, dans le tableau synthèse, alors qu'en réalité, le coût global dépassait 700 millions de dollars. Je ne voudrais pas vous rappeler ce qu'ils en ont fait, mais je voudrais juste vous donner des chiffres.
Pour le route, il y avait deux niveaux. Il y avait l'office de route qui s'occupait de routes à intérêt national. L'OVD qui s'occupait de routes à intérêt provincial et de routes urbaines. Le total, ça faisait 240 438 329 dollars américains. En rapport avec la santé, dans leur tableau synthèse, il y avait 46 160 304 dollars. Éducation, 36 75 073 et 79 dollars. Habitat, première phase, 57 660 000 dollars. Énergie, vous avez l'électricité, 19 997 394 dollars. Eau, 19 700 000 dollars. Il y avait une autre rubrique en matière d'emploi. Je ne sais pas comment il devait procéder, mais ce qui est vrai, il devait financer le projet des jeunes pour la création d'emplois. 1 800 000 dollars. Transport, 65 600 000. C'était justement pour moderniser le port de Calémie et mener les employés à lire ce qui était prévu. Et je crois que nos amis de Mwanda qui nous suivent vont comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent éclairer votre lanterne, parce que nous estimons que le pays ne peut pas être géré de la sorte. Je vous parle du projet de la construction d'un barrage électrique à base de gaz. Ça devait être construit au niveau de Mwanda avec un budget global de plus de 192 millions de dollars de fonds disponibles. Et cela devait être financé par Perenco. Et en réalité, toute la zone devait être desservie en électricité. Fort malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Et à la suite, vous allez comprendre qu'il y a un élément essentiel qui lie le départ de celui que vous avez appelé l'IGF ou le contrôleur de la République. Donc, vous comprenez déjà, dans ce fameux programme, il y avait une volonté manifeste à détourner le fonds public. Et nous l'avons démontré. Mais vous savez qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a présenté comme s'il y avait un procès sur le programme 100 jours. Alors qu'en réalité, les éléments essentiels qui devaient définir la démarche de la justice n'ont pas été abordés. Et donc, vous comprenez qu'il y avait déjà une volonté manifeste dès le premier jour à détourner le fonds public. Vous prenez le deuxième élément, le document en rapport avec le fameux programme des 145 territoires. L'enveloppe globale était prévue, l'enveloppe globale était estimée à 1 660 millions de dollars. Juste pour la coordination, ils avaient droit à 210 millions de dollars. Et le reste, je dis ici, 1 450 millions était destiné pour financer le projet de développement, entre guillemets, au niveau de nos territoires. Nous avons 145 territoires. Ils avaient prévu 10 millions de dollars par territoire. Et donc, vous comprenez, 10 millions multipliés par 145, ça fait 1 450 millions. Ils avaient préconisé 3 agences pour la mise en œuvre. Il y avait le BCECO, il y avait le PNUD, et puis il y avait le CFF. Ce sont les 3 agences qui étaient retenues pour la mise en œuvre. Fort malheureusement, personne ne se soucie à faire l'évaluation. Mais moi, je peux vous démontrer ici, sur base de leurs propres données, que nous n'avons jamais atteint cet objectif. C'est-à-dire qu'il fallait construire des infrastructures de base, notamment les écoles, les hôpitaux, réhabiliter certaines routes et dessertes agricoles, soutenir les agriculteurs pour justement arriver, n'est-ce pas, à relancer l'économie à ces niveaux. Nous avons considéré que cette décision était irréfléchie et inconstitutionnelle, d'autant plus que la Constitution ne leur avait pas conféré le pouvoir. Mais si vous regardez dans la charpente institutionnelle, où l'organe qui était censé de mettre en place, de veiller sur la mise en œuvre, vous allez vous rendre compte que M. Félix Seked y figure. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux de décision
Et lui, il était dans la coordination politique avec le gouverneur. Et fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Et la personne qui devait veiller sur la mise en application, c'était la ministre en charge du plan. Et à l'époque, c'était la dame qui est aujourd'hui Premier ministre. Et donc, vous comprenez dans ces tableaux, vous comprenez directement qu'il y a beaucoup de ramifications. Elle-même, elle avait dit que dans l'objectif, il devait construire plus de 2000 infrastructures de base. Et dans la même émission, elle a dit que c'était pratiquement dans les 500 qui représente pratiquement 25%. C'est-à-dire qu'il y a eu 25% de taux d'exécution. Mais je peux vous certifier ici, dans la plupart des cas, ces projets-là n'ont pas abouti. Nous avons des éléments sur Maïndombe, sur l'Équateur, sur plusieurs autres provinces. Ils n'ont pas su atteindre cet objectif parce que justement, il y a eu un problème de mégestion. Ils n'ont pas respecté la procédure. Donc, vous comprenez qu'il y a une volonté manifeste à détourner le fonds public. Nous avons un autre élément. C'est en rapport avec la création de structures parallèles. Je vais tenter de vous démontrer qu'à la présidence de la République, comme l'a dit M. Nicolas Kazadi, pour le paraphraser, M. Nicolas Kazadi a dit qu'ils auraient créé 53 structures et dans la plupart des cas, ces structures sont budgétivores. Je vous donne juste un cas. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Tshisekedi a créé une structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, vous comprenez que dans les structures créées par M. Félix Tshisekedi, toutes ces structures qui sont au niveau de la présidence sont coordonnées par des personnes qui ont le même avantage que le ministre en fonction. Et si M. Nicolas Kazadi vous dit qu'ils auraient créé 53 structures, vous comprendrez directement que nous avons un gouvernement parallèle. Parce que au niveau national, nous avons 55 membres du gouvernement. Mais au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, il y a des gens qui ont le même avantage que le ministre et qui ont, effectivement, et qui sont nombreux. Ça, c'est l'ordonnance de M. Félix Tshisekedi. Dans cette ordonnance, dans son tableau, on vous dit tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. Cela veut dire le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi et le haut représentant et envoyé spécial en rang de vice-premier ministre. Les directeurs de cabinet adjoints, il en a 4, en rang de ministre d'État. Le conseiller spécial, envoyé spécial, conseiller privé, chef de maison civile, chef de maison militaire, coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État, le directeur du bureau du conjoint du chef de l'État, le médecin personnel du chef de l'État en rang de ministre. Le conseiller principal, assistant principal du directeur de cabinet, le représentant du président de la République auprès de la francophonie, le chef du service du protocole, directeur de la communication présidentielle, directeur de la presse présidentielle, ambassadeur itinérant, coordonnateur adjoint d'un service spécialisé créé au sein du cabinet,
coordonnateur de sécurité interne, représentant personnel, intendant, directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier du président de la République, assistant logistique du président de la République, chargé de mission, coordonnateur administratif, secrétaire particulier, secrétaire général auprès du président de la République, porte-parole, tous en rang de ministres délégués. Conseiller, secrétaire administratif, trésorier général, chef de service adjoint du protocole, directeur adjoint de la communication présidentielle, directeur adjoint de la presse présidentielle, porte-parole adjoint, secrétaire administratif du chef de l'État, chargé des relations publiques du chef de l'État, assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint, tous en rang de vice-ministre. Officier d'ordonnance, chef des éléments de la garde rapprochée, chef de la communication, tous en rang de secrétaire général adjoint du gouvernement. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, du directeur de cabinet adjoint, du conseiller principal, en rang de directeur de cabinet du ministre. Chargé de mission du directeur de cabinet adjoint et du conseiller principal et le chargé d'études, tous en rang de directeurs de cabinet. Je crois que vous avez bien compris. C'est-à-dire que au niveau de la présidence, il y a des gens qui ont pratiquement le même rang que le membre du gouvernement. Et au regard des données que nous avons, la présidence à elle seule, en 2023, d'après l'ODEP, avait pratiquement 1148 personnels. Ce qui sous-entend quoi? L'essentiel du budget est consommé par le personnel à la présidence. Je crois que si nous sommes suffisamment sérieux, nous devons comprendre directement qu'il y avait une volonté manifeste à créer les conditions de malversation financière. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'intention d'aider la République. Il avait plutôt le souci de créer les conditions d'enrichissement illicite de ses copains, copines. Et aujourd'hui, nous tous, nous sentons le poids de la fonctionnalité de ces institutions politiques. Peut-être que vous serez surpris d'apprendre qu'à un certain moment, au niveau de la présidence, il y avait un budget. Les dépenses liées à la présidence de la République ont dépassé 657 millions de dollars au cours d'une seule année. Et si vous faites une moyenne, vous allez vous rendre compte que la présidence à elle seule arrive à consommer 2 millions de dollars par jour en termes de fonctionnement. Ici, nous ne parlons même pas de la rémunération, en termes de fonctionnement. Et donc, vous comprenez que le pays a effectivement été mal géré et cela résulte de la seule volonté de M. Félix Tshisekedi. Je voudrais donner certains autres éléments en rapport avec les autres aspects de finances publiques. En règle générale, pour que l'on arrive à initier le projet ou à mettre en œuvre le projet, il y a des séquences, il y a des phases. La première des choses, le projet ne doit pas être conçu par le gouvernement en tant que tel. Ce n'est pas au niveau du gouvernement que l'on doit dégager le besoin. Les besoins sont manifestés par les entités inférieures, c'est-à-dire les provinces, les divisions. Ce sont les divisions qui conçoivent, n'est-ce pas, le projet au regard d'un besoin. Et c'est sur base de ces besoins que l'on conçoit le projet. On conçoit le projet, on envoie au niveau du sommet, parce que justement, l'essentiel des projets sont conçus dans le cadre de la concentration du pouvoir. En règle générale, certains projets devaient être conçus au niveau
de province parce que ça relève de leurs compétences. Nous sommes dans le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Fort malheureusement, ils se sont accaparés de tout le pouvoir. Voilà pourquoi ils ont initié le programme 100 jours. Parce qu'en réalité, le programme 100 jours, l'essentiel des éléments, devait revenir de la compétence de province. Ils se sont accaparés de ces compétences, justement parce qu'ils voulaient créer une opportunité pour détourner le fonds. De la même manière, nous vous avons dit que le 145 territoires, l'essentiel des éléments de ces projets ou de ces programmes relevait de la compétence de province. Le fait seulement que nous ayons mis en exergue cette réalité, ils ont tenté d'incorporer dans les organes, le gouverneur, les administrateurs du territoire, juste pour la supervision, mais partout passer l'argent, c'est à leur niveau que tout se faisait. Vous voyez, la première instance, la coordination politique, deuxième instance, coordination stratégique avec le Premier ministre ainsi que le ministre sectoriel. Vous avez la coordination opérationnelle avec la ministre en charge du plan et certains autres ministres sectoriels. Et il y avait d'autres structures parce qu'il y avait 5 niveaux. Et les administrateurs du territoire se retrouvaient à la fin. C'était juste pour constater qu'il y a effectivement un projet qui est exécuté. Ce que nous avons compris, l'essentiel de ces projets, dans la passation de marché, on n'a pas respecté la procédure. Parce que justement, ils savent que si vous respectez la procédure, il va falloir veiller sur la qualité des entreprises qui auraient bénéficié de la confiance de l'État. Parce qu'en règle générale, on fait l'appel d'offres. Et cela permet, n'est-ce pas, aux entreprises qui ont la capacité de répondre aux exigences techniques et financières de ces projets, de donner des éléments. Et parmi ces éléments, il y a notamment l'expérience. Et dans cette expérience, il y a aussi la capacité financière à financer la première phase qui, généralement, ne dépasse pas 30%. Et donc, vous comprenez que dans ces contextes, si on respecte la passation de marché, on va se rassurer sur la qualité des entreprises qui devaient en réalité mettre en œuvre les dits projets. Ils n'ont pas respecté ça. Ils ont fait ces projets de gré à gré, ils ont passé les marchés de gré à gré, et naturellement, il n'avait que eux qui avaient la capacité de se rassurer de la qualité de ces entreprises. Deuxième élément, et c'est ce qui doit nous intéresser. Nos amis du pouvoir n'ont jamais respecté dans tout ce qu'ils ont fait la procédure sur le décaissement de fonds publics. Chers concitoyens, tous ceux qui ont des notions de finances publiques savent que dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases essentielles. La première des phases, c'est la phase d'engagement. C'est là où l'État se rassure d'avoir prévu ces dépenses. C'est-à-dire, le gouvernement doit se rassurer par ses services que le dit projet ou le projet concerné avait bénéficié d'une ligne de crédit. C'est-à-dire que l'État doit se rassurer que ces projets étaient prévus dans le budget. Et il y a tout un service au niveau du ministère du budget qui se rassure, qui rassure l'État de la conformité de la procédure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un projet, ça a été, ces projets émargent dans le budget, on sait pertinemment bien que l'État s'est engagé, et en ces moments-là, il donne son quitus pour que la procédure continue. S'il constate à son niveau qu'il n'y a pas de soubassement, il abandonne, il n'a pas besoin d'évoluer. Après avoir rassuré l'État de son engagement, on procède maintenant, on va maintenant au niveau de la liquidation. Dans la liquidation, il y a toute une démarche, justement pour voir comment l'État va-t-il payer. Et après, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement s'effectue justement pour vérifier et le numéro de compte et le coût. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées doivent être déposées au niveau de la direction du trésor et d'ordonnancement pour qu'on se rassure qu'effectivement l'État est en mesure de payer et cette entreprise respecte
fidèlement les normes édictées par nos lois? Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Est-ce que cette entreprise paye-t-elle les impôts? Est-ce que cette entreprise a effectivement la capacité de rembourser? Est-ce qu'il y a eu un projet du plan de décaissement pour que l'on sache qu'est-ce qui va se faire et comment évaluer? Lorsque le DTO finit son contrôle, il émet un document essentiel, les OPI, le ordre de paiement informatisé. C'est-à-dire que vous avez là toutes les procédures essentielles pour que l'État s'engage à décaisser le fonds public. Il envoie au niveau du directeur de cabinet du ministre en charge des Finances. À ce niveau, il y a des études qui sont faites, il y a des contrôles qui sont effectués, justement pour se rassurer qu'effectivement l'État doit payer. C'est après qu'on envoie auprès du ministre qui va intimer l'ordre de payer. Mais lorsqu'on intime l'ordre de payer, l'information que l'on envoie au niveau de la Banque centrale s'est fait à deux niveaux. Premièrement, on envoie électroniquement les informations liées au projet au niveau d'une direction, au niveau de la Banque centrale. Il y a une direction que l'on appelle la direction des opérations. Et dans cette direction des opérations, on ne peut pas décrypter ou déchiffrer les informations sans avoir préalablement le code. Tout agent de la Banque centrale n'a pas accès à cette information. Seul le directeur des opérations qui en a la capacité parce qu'il dispose d'un code. On envoie une lettre au gouverneur pour donner la nature du décaissement. Et en règle générale, c'est comme ça que cela s'est fait. Mais fort malheureusement, dans la pratique, on se rend compte qu'ils ne respectent pas la chaîne des dépenses. Ils ont tendance à court-circuiter certains ministres, surtout le ministre du budget, en faisant passer le document du ministère des Finances au gouverneur de la Banque centrale via le directeur des opérations sans que le ministre en charge du budget en soit informé. Et c'est à la fin qu'on lui demande de régulariser. Parce que toutes les dépenses qui s'effectuent doivent répondre à cette exigence-là. Le ministre du budget qui veille sur le respect du budget, parce que le budget est une composante essentielle de la loi des finances. C'est-à-dire que l'on doit veiller au respect strict de cette loi qui organise les dépenses publiques dans l'État. Le fait seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure, ils vont outrepasser leurs compétences, ou sinon, il y a dans la LOFIP, il y a une norme qui voudrait assez que l'on prenne des décisions exceptionnelles dans des cas exceptionnels. Voyez-vous, ce n'est pas interdit de décaisser l'argent sans respecter la chaîne des dépenses, mais il faudrait procéder par la régularisation à la suite. Mais cela, la loi prévoit les matières, le cas exceptionnel. Ce n'est pas pour tous les projets. En ces moments-là, on vide l'État de sa capacité à contrôler. Or, comme vous le savez, dans la gestion, de manière classique, la fonction qui permet aux gestionnaires de corriger les imperfections de gestion, c'est la fonction contrôle. Parce que si vous regardez dans le fonction managériale, en dehors de la planification, organisation, direction, il y a une quatrième fonction qui est la fonction contrôle. C'est grâce au contrôle qu'on amène les mesures de mitigation. C'est grâce au contrôle qu'on veille sur l'application stricte de ce qui est prévu. Alors, le fait seulement qu'ils ne veulent pas passer par le contrôle, ils créent des mécanismes exceptionnels en vous disant, par exemple, nous sommes en pleine avant campagne, on doit décaisser l'argent d'urgence pour plaire au chef. Et dans ce contexte-là, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas s'y opposer. Il vous souviendra, lors du congrès de 2019 de M. Félix Tshisekedi, je crois que c'était son premier congrès, face à l'Assemblée nationale et au Sénat, M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il avait l'intention de construire des logements pour les militaires. Et il y avait un ministre de l'époque, Sélé Alagouli, qui s'était constitué en obstacle. Justement parce que Sélé Alagouli voulait appliquer des détournements. Mais le fait seulement que l'ordre vient d'en haut et que nous sommes dans une gouvernance d'oralité,
On n'a pas besoin de documents. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir l'essentiel pour eux, c'est d'avoir le cutus de la personne que vous présentez généralement comme chef de l'État. Et c'est comme ça que on crée la désolation et les détournements. Alors, je voudrais à ce stade vous dire, si déjà en termes de rémunération, ils gagnent plus, en termes de traitement, parce qu'ils ont tous rang de ministre, et ainsi de suite, mais en même temps, ils ont le pouvoir de détourner le fonds public par des initiatives privées et qu'ils essayent de revêtir un caractère légal en socialisant leur démarche de détournement. Et au finish, vous allez vous rendre compte, il n'y a que le peuple qui en pâtit. Parce que c'est comme ça que vous trouvez l'essentiel de ceux qui sont au pouvoir ont une obésité financière. Ils ont beaucoup d'argent. Justement parce qu'ils créent des mécanismes hétérodoxes qui leur permettent de s'enrichir de manière insolente. Et à la fin, ils vous lancent dans ces genres dans ces genres de procès où on présente le faux criminel alors que le vrai criminel reste impuni. Je prends le cas du fameux programme 100 jours. On vous a présenté Caméré, n'est-ce pas, comme l'initiateur du projet. Je tiens à vous dire, le programme 100 jours, c'est le programme de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui l'a présenté à l'IMT, c'est lui qui a eu à évaluer à 3 niveaux, c'est lui qui a intimé l'ordre de l'exécution, c'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir à tous ceux qui sont intervenus. Et donc, vous comprenez au finish que c'est lui qui devait en réalité porter la responsabilité. On a jugé Caméré, il a été condamné à la première instance de 20 ans, il a interjeté appel pour être condamné cette fois-là à 13 ans, et la Cour de cassation a tout cassé, fort malheureusement, il a cassé et la procédure et les finances publiques, parce que jusque-là, personne n'a recouvré l'argent. Donc, vous comprenez que ce sont des pratiques politiques qui permettent à ceux qui posent des actes répréhensibles contre l'État d'être protégés, pas cette fois-là par le politique, mais par les judiciaires. Ce sont les judiciaires qui protègent ceux qui sont détourneurs de fonds publics. Deuxième cas, vous prenez le cas de Matata Ponyo. Je crois que je vais insister là-dessus parce qu'il y a à boire et à manger. Monsieur Matata Ponyo et son gouvernement, légalement, ont initié un projet. Le fameux projet de Bukangalonzo, que j'ai critiqué par ailleurs. Dans ce projet, ils avaient effectivement l'intention de d'injecter 400 et quelques millions de dollars pour des projets dans le sens de la production agro-industrielle. Ils avaient trouvé un projet pilote à Kenge. Justement parce que Kenge est non loin de la zone économique spéciale au niveau de Maluku. Ils pensaient qu'en produisant, ils pouvaient gagner le marché international, mais aussi couvrir la demande en interne. Et pour Bukangalonzo, ils avaient prévu 286 millions de dollars. C'est ce qu'ils devaient décaisser comme fonds. Ils ont eu effectivement à décaisser les 286 millions de dollars. Mais Matata Ponyo et consorts sont jugés pour 89 millions. 89 millions. Ce n'est pas pour les 286 millions. 89 millions. Et ce qui est grave, sur les 89 millions, personne ne nous a démontré qu'effectivement, sur le plan technique, cet argent aurait été détourné. On va vous donner le fameux rapport de l'IGF. Dans ce rapport, l'IGF avait confié la mission à 3 personnes pour mener des enquêtes sur une super structure qui est le projet Bukangalonzo. Attention, le projet Bukangalonzo avait créé 3 entreprises. Et sur les 3 entreprises, la première entreprise s'occupait de la production, la deuxième entreprise s'occupait des intrants, la 4e entreprise s'occupait des équipements. Et tout était supervisé par Africom Commodity.
dans ce système de production qu'ils avaient mis en place, il y avait de comptabilité. Et les 3 personnes qui avaient reçu mission d'auditer ou d'enquêter par rapport à la gestion de finances publiques à ce niveau, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas accès à certaines informations essentielles. Ils l'ont dit dans leur propre rapport. Et ils ont déduit par la suite que l'argent serait détourné. Or, Africom Commodity, par Gobler, reconnaît avoir perçu l'argent. Reconnaît effectivement avoir perçu l'argent. Et dans l'argent perçu, ça correspond pratiquement au montant. Mais il y a un élément technique que la Cour constitutionnelle ne veut pas considérer. Ce sont le SWIFT. Parce que généralement, lorsqu'on effectue des opérations financières, et surtout par voie bancaire, il y a des frais bancaires à payer, n'est-ce pas? Dans ces frais bancaires, il n'y a pas que le frais que l'on paie à la banque. Mais il y a aussi un autre problème qui apparaît, la question de la parité. L'argent qui a été décaissé dans le cadre de ces projets était transféré à un compte bancaire en Afrique du Sud. Dans l'économie sud-africaine, on n'utilise pas le dollar comme chez nous. Les opérations se font en monnaie locale. Mais lorsqu'on fait les transferts d'un compte congolais vers le compte sud-africain, il y a de frais à payer. Non seulement le frais bancaire, mais il y a aussi le cas de parité, le cas de taux d'échange. Parce que nous n'appliquons pas le même taux. Et lorsqu'on fait ces transferts, il y a une quantité d'argent qui se perd dans ces opérations. Je prends un cas. L'essentiel d'entre vous ont le numéro M-Pesa. Vous avez des comptes M-Pesa en francs et en dollars, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous doit 20 $, qui voudrait effectuer une opération de paiement, il a l'argent en dollars, mais il doit vous l'envoyer en francs congolais parce que vous ne voulez pas qu'on vous envoie en dollars, parce que vous avez ce qu'on appelle le rallonge. Vous devez à l'opérateur l'argent. Comment il doit procéder? Il doit vous transférer le 20 $, lui-même va constater qu'on va défalquer le frais de transfert. L'argent qu'il vous envoie sera au taux d'achat et au taux de vente de dollars. Vous allez percevoir 28 000 multiplié par 2. Mais quand vous allez faire sortir l'argent pour payer cette fois-là, acheter les dollars, vous allez convertir à 2885. C'est-à-dire que dans ces opérations, il y a les frais à payer. Et je crois que tout le monde comprend ça. C'est ce qui s'est passé avec le fameux projet de Boukangalose. Et le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ne cherchant pas à associer les techniciens pour démontrer le côté technique de la procédure, il va prendre une décision sur ce point-là sans nécessairement intégrer l'aspect technique. Deuxième élément, c'est par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Je commence d'abord par la responsabilité de M. Matata. Au-delà du débat sur les immunités ou pas, M. Matata, en tant que Premier ministre, est en droit d'initier le projet Boukangalonzo parce que cela relève de la compétence de son département ou de son institution, le gouvernement. Cependant, il n'a pas respecté certaines procédures en termes de passation des marchés. Mais ce qui est vrai, dans la plupart des cas, il n'a pas aussi respecté la procédure en termes de décaissement de fonds. Parce que l'argent ne sortait pas en respectant la chaîne des dépenses. L'essentiel de financements qui ont été effectués se faisait en mode d'urgence. Et nous allons vous apporter des éléments. Justement parce qu'ils n'ont pas respecté ça, ils ont été rattrapés par la suite. Parce que la traçabilité n'a pas été effective du fait qu'ils n'ont pas tenu compte de ces éléments-là. Et la conséquence aujourd'hui, ils répondent devant la justice, bien que la procédure n'est pas jusque-là respectée. Deuxième élément, le gouverneur de la Banque centrale
C'est là où maintenant nous fustigeons le comportement du juge ou le comportement du procureur. Le gouverneur de la Banque centrale, en règle générale, n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Nous vous l'avons démontré et nous vous donnons le document qui insiste là-dessus. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est lui qui gère l'institution Banque centrale. C'est lui qui gère l'hôtel de monnaie. Mais il n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Je vous ai dit ici, dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases. Dans la phase de paiement, l'ordre n'est pas donné au gouverneur. L'ordre est donné à l'institution. Mais dans l'institution, le gouverneur supervise le tout. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe des opérations. Il y a un directeur chargé des opérations au niveau de la Banque centrale. C'est lui qui a le code pour déchiffrer, pour comprendre la quintessence du message du gouvernement. Et lorsque l'ordre est intimé, le gouverneur de la Banque centrale n'a pas droit de mettre en cause l'ordre du ministre. À cette époque, c'était Kitebi. Ce qui est surprenant, Kitebi a intimé l'ordre de décaissement. Je vais vous le démontrer sur le document. A intimé l'ordre de décaisser le fonds. C'est lui qui a intimé l'ordre. En donnant le numéro de compte, en donnant les libellés de compte, en donnant les essentiels d'informations sur le compte. Et ce qui est surprenant, lui n'est pas jugé. Mais on veut juger le gouverneur de la Banque centrale, qui du reste n'est pas dans la conception du projet, n'est pas dans la mise en œuvre du projet, il n'a pas participé dans le financement du projet, il n'est pas dans le contrôle des informations techniques du projet, mais lui sera condamné et les restes ne le seront pas. On dédouane Kitebi et on veut responsabiliser le gouverneur de la Banque centrale. On dédouane le ministre de l'Agriculture, on dédouane le ministre de l'Industrie de l'époque, on dédouane le ministre de l'Énergie qui ont palpé le projet et on veut condamner le gouverneur de la Banque centrale. Et vous allez trouver dans le document qu'on va vous distribuer que Kitebi intimait l'ordre. Intimait l'ordre. Mais lui n'est responsable de rien. Et vous comprenez pourquoi? Parce que justement, il a accepté d'intégrer l'union sacrée. C'est-à-dire, l'union sacrée aujourd'hui, c'est une sorte de blanchisserie. Tous ceux qui ont détourné le fonds public, tous ceux qui ont participé dans la mégestion de finances publiques, tous ceux qui ont créé la malversation financière, tous sont protégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice n'est pas au service de la vérité. La justice est au service du pouvoir. Et donc, naturellement, vous trouverez d'un côté, on arrête, de l'autre côté, on n'arrête pas. Et pour conclure, je voudrais insister sur les déclarations prophétiques et salvatrices de M. Nicolas Kazadi. Et je vais conclure par la démarche de M. Alinguet. M. Nicolas Kazadi vous dit ceci, qu'en règle générale, lorsqu'ils initient des projets, ils ne visent pas l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ils visent par contre l'assouvissement ou leur souci de s'enrichir au détriment de la société. C'est-à-dire, ils initient des projets, ils décaissent de fonds publics, ils se distribuent ou se redistribuent l'argent public, et c'est après qu'ils réfléchissent sur le comment justifier les décaissements de fonds. Je ne sais pas si vous avez compris la gravité de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il vous dit, l'État congolais aujourd'hui est géré par des cannibalistes, est géré par des vampires, de vautours, des charognards, des gens qui viennent détourner le fonds public et par la suite justifier les décaissements de fonds. C'est par exemple le fameux programme de 145 territoires, nous l'avons cité. Ils vont décaisser 710 millions de dollars pour la première phase et après, ils vont chercher maintenant à jeter quelques semences ici et là pour qu'on vous dise, voilà, on a construit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous présentent 145 bâtiments
des bâtiments administratifs. Il vous présente quelques écoles, même des écoles qui ont été construites à l'époque de Matata Pogno. Les écoles à parachever. Ce que je dis, vous le tirez dans le document qu'on va vous donner sur le programme de 100 jours. C'est-à-dire, c'est comme ça que ces gens se sont organisés. Et vous dit, non, on crée des structures. Il vous dit, non, on détourne l'argent pour justifier le décaissement de fonds. Il se distribue. Mais à chaque fois, quand on lui faisait pression, quand on lui demande, on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes au Conseil des ministres? Il vous dit, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quand ils prennent des décisions, si vous fustigez les détournements de fonds, tout le monde se ligue contre vous. Il n'a jamais dit que Félix Tshisekedi l'accompagnait dans ces démarches. Parce que justement, si on peut se le dire, Félix Tshisekedi n'est pas exempté de la responsabilité. En lisant les dispositions pertinentes de l'article 164 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République peut aussi être poursuivi pour la malversation financière. Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer les opérations de la fonctionnalité des institutions, l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer le programme de développement du pays, l'État qui n'a pas assez de moyens pour payer la rémunération des agents qui a un caractère alimentaire, les gens préfèrent détourner l'argent public, ayant comme conséquence la paupérisation des agents publics de l'État. Vous savez pourquoi nous perdons la guerre? Parce que nous sommes gérés par des détourneurs. Nous sommes gérés par des détourneurs. Voilà pourquoi nous disons, il vous revient à vous, journalistes, de dire la vérité au peuple. Parce que si vous-même, vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas orienter votre discours, votre démarche, vous encouragez les détourneurs. Nicolas Kazadi a dit qu'il y a Alingeti paye l'argent aux gens pour communiquer en sa faveur. C'est vrai que Alingeti n'est pas un saint. C'est vrai. C'est vrai que moi, je ne l'ai jamais apprécié. C'est vrai. Mais du moins, il fait quand même semblant. Il fait quand même semblant de contrôler. Il a été sanctionné. Alors, je vous donne juste certains éléments. Il y a un dossier, n'est-ce pas, avec Perenco, de plus de 192 millions de dollars. Il y a une enveloppe de 10 millions de dollars qui est donnée à la population riveraine. S'il vous plaît, chers journalistes, allez vérifier où en sommes-nous avec la gestion de ces fonds. Alingeti a initié une enquête dans ce sens-là. Cette enquête risque de ne pas être publiée. Il y a le dossier de Camille. Il y a le dossier de la caisse pour les agents publics de l'État. Vous savez qu'il y a on a fait des achats, on a acheté des immeubles ici et là. Vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers en termes de finances. Monsieur Alingeti a fait une interview où il a démontré qu'à Lualaba, il y a des gens qui ont détourné le fonds public. Près de 200 millions de dollars. Il y a autant de dossiers liés aux finances publiques qu'il a eu à fustiger. Mais, à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été sanctionné pour avoir dénoncé. Ce qui est grave, Nicolas Kazadi a été cité dans le sale dossier. Il n'a jamais été inquiété. Mais le jour où il a pris le courage de dénoncer, qu'est-ce qu'on nous apprend, bien que je n'ai pas la certitude, qu'il serait arrêté. C'est-à-dire, dans ces pays, on arrête les dénonciateurs. On n'arrête pas les détourneurs. Ce n'est pas la société que nous voulons. Ce n'est pas cette société-là. Je suis désolé. Ce n'est pas cette société que nous devons soutenir. L'essentiel d'entre vous sont de ma génération. Nous avons été classés parmi les générations sacrifiées. Nous sommes au niveau de tribunal de grande instance pour avoir dénoncé. Mais qui a un dossier de détournement? Il n'y en a pas. Le tombeau est vide. C'est-à-dire qu'ici,
On érige en crime la dénonciation et on encourage le détournement. Si vous êtes détourneur près de la maman ou de l'autre XY, là on vous protège. Mais si vous dénoncez contre l'ami ou le cousin de la maman ou du papa, en ce moment-là, on va vous hisser au niveau de patriote. Alors, je vous demande de dire non au détournement, oui au développement et à la rationalité de la gestion de finances publiques. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci. Eh bien, merci, chers professionnels des médias. Vous avez compris que l'exposé était vraiment important, que cela soit dissous. Donc, je suis obligé de me mettre ici. Au moins, j'ai rempli mon devoir. Maintenant, nous allons passer au jeu de questions-réponses. Cher monsieur, souffrez que ce n'est pas tout le monde qui va poser de questions. Et puis, une précision. Notre hôte de la rencontre, c'est tellement éloquent que lorsqu'il s'exprime, c'est normal qu'il y a une complicité quant à ce. Comprenez néanmoins que ce que nous allons faire ici, on vous passe le micro, vous posez au maximum des questions par organe. S'il vous plaît. Au maximum des questions organes. Ici, sans complexe, en tout cas, soyez calme, soyez à l'aise, c'est bilingue. Si vous posez votre question en lingala, on va vous répondre en lingala. Pour ceux qui s'expriment en français, vous allez aussi poser vos questions en français. Donc, au maximum par organe, des questions. Qui commence le premier? Diego. Africa Buzz. Bonjour. Monsieur Bolodjoa, bonjour. Je vous ai suivi religieusement du début jusqu'à la fin. Mais dans votre discours, j'ai essayé un peu de constater, permettez-moi l'expression, vous prêchez beaucoup plus pour la chapelle du gouverneur, l'ancien gouverneur de la banque et l'ancien chef de service de l'IGF, M. Alinguete. Je peux conclure quoi, ou les gens peuvent conclure quoi? Vous avez organisé ces points de presse pour essayer un peu de dédouaner, de laver ces deux messieurs, puisque les gens peuvent se dire que non, Bolodjo a été sous-traité pour dédouaner ou laver ces deux messieurs ici. C'est quoi l'objet de ces points de presse? C'était pour essayer un peu de poser quelques bases, ramasser des anciennes histoires. Bon, certes, ça engage la dépense publique, ça engage l'État. Ça a été juste utilisé comme des objets un peu superfétatoires, mais l'objet principal était d'édouaner M. Alinguete et l'ancien gouverneur de la banque, M. Deo Gracias. La deuxième question, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup plus évoqué les côtés négatifs de Félix Tshisekedi. Mais en ce moment, en dehors des côtés dépenses, en dehors des côtés détournement, nous avons aussi un autre aspect qui est très important actuellement, c'est bien évidemment la guerre ou l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. En aucun cas, vous avez évoqué cela. Aujourd'hui, nous parlons d'accord. Aujourd'hui, nous parlons de certains dignitaires qui ont rejoint la rébellion. Pourquoi Alain Bolodjo ne se prononce-t-il pas? Êtes-vous des mèches avec ces gens? Ou quelle est la conclusion que les gens peuvent tirer concernant votre silence dans ce point de presse concernant la pression rwandaise contre la République démocratique du Congo? Les suivants, tu peux avancer. Alors, cadets, ok. On peut... Bon, comme ils ne sont pas nombreux, ok, je vous répondez. 2 questions et puis on évolue. C'est bon. Je risque de tout mélanger. Et je vous demande, les questions déjà posées, ne revenez pas là-dessus parce que nous risquons de perdre de l'énergie pour elles. Je vais donner la même réponse. Je comprends par vos questions que dans ces pays, soit on est pour le mal parce qu'on est payé, soit on est pour le bien parce qu'on est payé. Donc personne ne peut rien faire dans ces pays sans nécessairement être payé. Dans mes dires, apparemment j'ai soutenu aussi Nicolas Kazadi. Ah bon? Quand je vous dis que ce qu'il a dit c'est vrai, quand je vous dis que c'est lui qui a donné les 53 agences créées, quand je vous dis qu'il crée des projets justement pour justifier les décaissements, vous pensez que je ne l'ai pas soutenu? Je devais dire quoi? Qu'il est sain? Non.
Je n'ai jamais dit que M. Alinguet était sain. Je n'ai jamais dit aussi que le gouverneur de la Banque centrale était sain. Je vous ai bossé justement tous ces éléments-là parce que ça fait partie de notre méthode d'analyse. Nous avons pris plusieurs échantillons, plusieurs cas pour vous démontrer que le détournement est érigé en mode de gestion. La justice ne vient pas chercher à trouver de solution à nos problèmes, mais surtout pour habiller ce qui a été fait. Moi, dans ma démarche, si je trouve qu'il y a un innocent, je le fais et je le dis. Nous avons fait des émissions avec vous sur la question Kamere. Je vous disais qu'il était mal jugé et mal condamné. Vous pouvez lui poser la question, ou à ses proches. M'avait-il donné l'argent? Vous savez la différence qu'il y a entre moi et l'essentiel de vos politiciens. Je ne dépends de personne. Voilà pourquoi je me sens toujours libre. De personne. Nous avons nos militants, nous avons nos membres, nous avons notre caisse. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas membres de notre parti. Mais tous ne sont pas liés à ces projets. Nous le faisons justement parce que nous pensons que ce n'est pas normal qu'on nous amène de faux procès alors qu'en réalité, les vrais coupables sont ailleurs. C'est ça notre souci. Nous avons cité Alinguet. Justement parce que c'est lui que tous vous avez présenté comme l'aboyeur en chef. C'est lui qui criait aux voleurs. Et nous n'avons jamais dit qu'il gérait bien son secteur. Mais nous disons qu'il y a des éléments d'information qui démontrent à suffisance que ce monsieur n'est pas éjecté de son siège. Le fait d'avoir posé certains actes répréhensibles, mais justement parce qu'il a dérangé certains centres d'intérêt. Et parmi ces centres d'intérêt, vous connaissez ceux qui en bénéficient. La question de la guerre. Le malheur avec le Congo, l'essentiel des journalistes ne parlent que des questions d'actualité. Et ils prennent les aspects, je dirais, saillants, des aspects qui attirent, mais alors qu'en réalité, j'ai parlé de la guerre. Lors de mon intervention, j'ai parlé de la guerre. Mais fort malheureusement, j'ai développé l'aspect économique et financier de la guerre. Que les journalistes congolais ne veulent pas en parler. Lorsque je vous disais qu'il y a un problème en termes de rémunération des militaires, le personnel de l'État sont sous-payés. Il y a un problème dans le financement de la guerre. Mais si vous voulez résoudre la question de la guerre, il faut aussi résoudre la question de finances publiques. Parce qu'il faut acheter les équipements. Il faut payer les militaires. Il faut payer les renseignements. Sans argent, on ne paye pas. Il faut accompagner le peuple. Il faut que le peuple accompagne le processus. Mais si le peuple, il y a des frustrations au niveau de la société, ne comptez pas sur l'accompagnement de la population. Les fonctionnaires qui sont sous-payés apprennent qu'il y a des détournements de fonds publics. Et vous voulez maintenant que cette population accompagne. Aujourd'hui, la question de route a une incidence sur la gestion de la guerre. Parce que si nos routes ne sont pas en bon état, naturellement les opérations militaires connaîtront des difficultés en termes de déploiement, n'est-ce pas? Je crois que la politique doit se faire avec une nouvelle intelligence. Un parent incapable de payer les Minerval à son enfant, s'il pense que le problème c'est le paiement de Minerval, moi je lui dis le problème c'est la gestion de finances avant le paiement. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas payer les Minerval. Celui qui veut gagner la guerre ne peut pas gérer le fonds public. Parce que si on arrivait à canaliser tout le fonds public, on allait avoir une armée de qualité et on allait gagner la guerre. Vous applaudissez les accords. Moi, je fustige ces accords, d'autant plus que nous négocions en position de faiblesse et je considère que M. Félix Tshisekedi étant traître, il a créé les conditions pour que l'État ne soit pas en mesure de financer la guerre et vous pensez, je dois soutenir. Ce qui est grave, vous dites, je suis en connivence avec... Oui, vous avez affaire à un psychopédagogue, j'ai compris. Vous dites que je suis en connivence ou je serai en connivence du fait de n'avoir pas condamné. Vous voulez que je vous dise vrai? Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Nous devons plutôt condamner ceux qui sont incapables de nous défendre.
Parce que ceux qui nous font la guerre ne sont pas régis par les mêmes normes que nous. Nous prenons pour la République. Eux prennent pour l'anarchie. Nous avons créé l'armée, le gouvernement, pour nous sécuriser contre ce genre de personnes. Si notre État est incapable, ne me poussez pas à chaque fois de dire ils ont fait la guerre, nous sommes agressés. Non, ça c'est vous. Moi, en tant qu'élite politique, je me pose la question, comment sommes-nous devenus incapables de faire face au M23 qui était défait en 2013? Et au-delà de tout, si vous nous reprochez le fait de n'avoir pas condamné la résurgence du M23, mais pourquoi soutenez-vous alors ceux qui ont donné le moyen au M23 de ressurgir? On comprendait que les traîtres ne sont pas de ce côté, les traîtres sont de l'autre côté. Et c'est Félix Tshisekedi, le haut traître. Merci. Non, il les rejoint de la même manière, Félix Tshisekedi avait rejoint Kagame. C'est pas une émission, s'il vous plaît, c'est voilà. Un point de presse. De la même manière, il a rejoint Kagame, il a embrassé, ils ont chanté pour lui, Yona Nobuya Kagame, ils ont donné 30 vaches à la famille de l'ancien ministre en charge des Affaires étrangères du Rwanda, ils ont donné le moyen au M23 de ressurgir. Si je dois condamner, je condamne celui qui est responsable parce que je ne veux pas à chaque fois condamner mon papa, le fait de n'avoir pas, je ne dois pas condamner l'employeur dès lors que mon papa est devant moi. Merci. Sauf peut-être si vous considérez que Félix Tshisekedi n'est pas digne de mes critiques. Ok, merci. En tout cas, merci. Ah, soyez concis, s'il vous plaît. Il y a une consoeur qui s'était manifestée pour poser la question. Bonjour. Et Moussamba, Espoir HK Télé. Moi, je suis là. Qui est Congo, dans la bourse, alors, on doit faire 55 milliards. Alors que on doit payer montant, voilà, 155 milliards de dollars. Et Seigneur, les bisous, et la liste sous 155 ans. Alors, dernièrement, qui Kolanda, moko ya ba député, ya Walikale, o wa pebengami na kombo ya Willy Micheki, alobi, ministre ya infrastructure, à année, 1,5 milliard de dollars. Si ko yo lobi ete Congo ezali na bongo wanate. Le lenge ndini bazali kopesa ministre ya infrastructure, wana ya mbongo pona kosala banzela. To nga ezali boye. To landaki yo lobi na miko ya Kibambe Chitwa, moko ya bagan journaliste o wapi travaille ki na maréchal Mobutu. Olobaki ete okokisi ndoto na yo ya bomwana na émission wana ezalaki pina kokutana na Kibambe Chitwa. Et olobaki lisusu bona keno komba na yo ya politique ezalaka bongo pona ba pauvre parce que yo moko obimeli na famille noble oyo wapi eyebani na mbandaka. Et olobaki ke à chaque fois soko obimi na ndako na yo otikaka testament oloba ete nde na kei boye na ebite soki na kozonga mutuna na ngezali boye lelo pendengo bimi otiki testament to pe otiki te. Merci. Merci. Je réponds directement à ma question. En fait, c'est ça notre problème. Les gens aiment plus parler des individus que de problèmes réels. Balobi va payer ça plus de 2 milliards de dollars dans le ministre ya infrastructure. Ba infrastructure ezaka ya nzela te. Ba bâtiment hein nyoso wana ezaka ba infrastructure. Soki va payer ça 2 milliards de dollars à peu près. Combien y a tchaka na nzela? Prenons 1 milliard 500 millions. Si l'État dispose 1 milliard 500 millions, tout calcul fait, ça nous fait pratiquement dans le 1000 à 1500 dollars, ça dépend du cas. Parce que Félix Tshisekedi, à Salan de là, à 6 millions 200 et quelques mille dollars, il y a 1,46 km. Félix Tshisekedi Yemoko, à Salan de là, na 4 millions 300 000 dollars le kilomètre. Ah, on a Kinshasa. Boébi, avec du commerce, 1,46 km et soit 6 millions 300 000 dollars. Donc, si nous prenons
dans cette enveloppe-là, il y a 1,5 milliard de banzela. Beaucoup remarqué, et là, ça a vu pratiquement dans le 1000 km. Tout là, on a 155 000 km. Ce qui te divisé 1 milliard, ce qui te dit 150 km divisé en gros, 150 000 km divisé par 1000 km avec possibilité à retourner. Ce qui paye ça, et ça nous fait 155 ans. Donc, pour tout ton banzela, ça va nous demander 155 ans. Si quoi le réseau ça la passe, c'est ça. Ou tu peux poser une question, au lobby que Mbongo et Imaka. Non, poser la question. Nani amoni plus de 1000 km ou tongami par an, Nambogo. Exact. Fait ce qui a coqué 6 ans à pouvoir. Sur la paix, ça gagne 2 milliards de dollars chaque année. En réalité, après 6 ans, on devait avoir minimum 6000 km de route. Mundela Tika, 400 et quelques kilomètres de route bitumée. Mobutu Tiki, 800 et quelques kilomètres bitumés. Kabila commune a pratiquement 4000 km bitumés. Le Loneto, le Bawa, Félix Seke, sur la commune est belée, c'est dans les 500 km bitumés. Mais tout le monde a un ce qui veut dire que l'argent de l'État est en train d'être détourné. Effectivement, tant on a qui Liboso et à papa Kibambi Chine, toi, je l'avais dit. Parce que quand j'étais enfant, n'abandonné que souhaité, il y a posé une question, n'est abandonné que poser dans mon bout. C'était ça mon rêve. Dans l'autre, si on a coquille ici, dans le bâté, dans la bombe à sentiment, je lui ai dit ça. Quand j'étais enfant, j'enviais ce que Mobutu faisait. Afandi, papa Kibambi a posé la question, n'a pas nga pe un jour, n'a refaire na kichona, papa wana a posé la question. N'a quoi qu'est-ce qu'il testament maman. Oyebi bien que nga ça testament chaque jour. Oyebi. Parce que dites-moi, net aux arts toujours le bas. Na weko bima bakanginga, ba weko bumanga. C'est clair non? Bino ndelo kwa bolinga vie mingi ndebo banga au ça testament. Na opesa nos conseils. Vous ça la testament et vous avez bien pour battre baotika là, baza na moins de problèmes. Mes enfants savent, d'ailleurs écoute bazar. Certains. Mes enfants savent que la vie que je mène, le combat que je mène, tout peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Maintenant, prochain notre confrère en casquette, et puis après grâce. Oui, c'est M. Michael KMB de l'Exode.cd, l'Exode Magazine et puis l'Exode. Alors, M. Alain Bolondjoa, depuis un moment, nous suivons toutes vos sorties médiatiques. Ça fait preuve d'opposition. Donc, vous êtes du côté de l'opposition. Naturellement. Alors, le gouvernement venait de la consultation pour un nouveau gouvernement de l'Union nationale. Pourquoi n'avez-vous pas eu cette initiative d'adhérer aussi dans cette initiative initiée par les chefs de l'État pour travailler ensemble et apporter un plus pour un changement? Parce que tout ce que vous dégagez de votre tête, ça fait preuve de quelqu'un qui est intelligent, qui peut aussi apporter une pierre d'édifice pour le développement du Congo. C'était ça ma première question. J'ai une petite autre question. Alors, M. Alain Bolondjoa, vous parlez tout à l'heure de testament. Quand vous sortez de chez vous, vous avez l'habitude de faire un testament. Moi, je me rappelle que quand Lumumba parlait, Lumumba ne sortait pas de chez lui avec un testament laissé, d'avoir peur que tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt de la nation ou l'intérêt de mon pays. Et pourquoi vous faites cela? Vous avez peur du pouvoir en place ou bien vous avez peur de laisser votre famille comme ça? C'était ça, ma question. Bon, question, la question a été posée en français. Je préfère qu'on réponde à Lingala, souffrez. Bazo poser une question. Là, je te dis la guerre, hein? Non. Tout le bakaga po. Naïbi que la jeunesse c'est tout ce qui est technique bolinga la binote. Mais c'est là, quand cela ne tient. On nous demande à nous d'aller répondre à une invitation. Il y a bateau yo. Bango moko bazo ibisa biso ke ba mihibi. Si vous me imaginez, si vous répondre à l'invitation. Et que Nicolas Kazada ibisaka que mon frère, nous on a biso à toi ba mihibi, to bimisaka mbongo ya l'État poto yiba. Si vous yebisanga, nga na boyambi na nga na bana passer na longwe to na ndimi. Parce que chez nous,
les chrétiens, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça, c'est une valeur chrétienne que personne ne peut ôter dans ma tête. Si moi je dis oui, je dis oui. Ceux qui me connaissent le savent. Ce qu'on a longé, bayaki au sein de kende. Toye papa, to komi. Oh non, monsieur Alain, to kutani tout ça. Bah j'ai image nanga va filmer, na sali peut intervenir ba mso asalaki. Non, Félix Sekedi, tout ça, na BGP chef de l'État et l'équipe. Après va filmer ba l'équipe na suka. Après na ka boni kwa ka bi non Alain, au salaire, nous sommes des voleurs. Dites-moi, nanga ça né. Ce gouvernement ne vaut absolument rien. Tant qu'on ne va pas respecter la norme de gouvernance, tant que le détournement de fonds est conçu par la personne qui devait défendre la Constitution, ne comptez pas sur moi. Je préfère rester, si je le suis, je préfère rester pauvre. Ma génération, ou les générations qui viennent après moi, ne sont pas condamnées à vivre la misère. Non, dites-moi, qu'est-ce que l'État gagne si Alain Bolodjo a intégré une association de malfaiteurs? Prenons ça comme ça. L'État gagne quoi? Merci. Par rapport à testament, Lumumba a laissé un testament. Lumumba a laissé le testament. Mais là où peut-être que lui, il a échoué, parce qu'il n'avait pas dit à ses enfants qu'est-ce qu'ils attendent. Il attendait d'eux. Parce que Lumumba nous prenait nous tous comme ses enfants. Biso tout bénéficie na philosophie à Lumumba. Mais bala na biologique. Azo tango préparer baronda. Parce que justement les parents ont tendance à ne pas intégrer la donne famille. Oyo ko kufa lope ba no ba komi malheureux. Boyebi bana kimba. Boyebi bana mamba. Boyebi bana anani. Boyebi bana bamba. Boyebi bangote. Boyebi bana ya nzuzi. Boyebi bana elengesa. Boyebi bana ya nani muzungu. Mais bobo sani ke bangonde ba kufara pour la démocratie. Boyebi bangote. Alors, le roi boyebi bana ba ba kufate, laissez-moi le temps d'éduquer mes enfants pour que bas à la armée mentalement à toute éventualité. Avec Félix Sekedi, ata yete. Yekuta weko yokilo mawa atiko na bomoyi. Entourage à Félix Sekedi. Oyo. Merci. Merci. On va prendre grâce à Ntumba et puis les derniers intervenants. Comprenez que nous devons chuter, mais aussi une précision. Restez dans le contexte de ce point de presse qui est la gestion des finances publiques. S'il vous plaît. En tout cas, nous savons que nous, journalistes, nous préférons des questions d'actualité, mais restons dans le cadre de ce point de presse. Grâce Ntumba. Bonjour Papa Ella. Eza grâce Ntumba ya Jimanya Télévision. Motura la ngai ezali mibale. Ya liboso ezali kota la Marley Vuvu. Marley Vuvu bon l'éveiller, arrêter, kidnapper, ceux qui aza ceux qui wapi ezali koyebana te. Voilà, toi accuser kaka, bato oyo bazali ko accuser ou pas. Motura la ngai mibale siko zala boy. Toyebi ko zali ozali na dossier ndenge mo utukoloba awa na Nicolas Kazadi. Sur makambo oyo yo dénonçaka avant. Lelo yé moko Nicolas Kazadi. Aye to lo bango aye ko pesa oli susu ba prof to e ko affirmer makambo oyo lo baka dossier wana e ko zala na niveau nini na minute oyo. Merci. Merci. En tout cas, na va répondre directement. La deuxième question na yo obimisi motivation à point de presse. Nga ba convocanga na TGI pour avoir dénoncé les détournements de fonds sur fond du rapport ya IGF na ba déclaration ya journaliste Israël Mutombo. Si ko bomeka koza na place nanga procureur azoko bisanga ba okonane nga pour une année. So itoke na procès na oza condamné d'une année pour la diffamation et pour la diffamation 6 ans pour l'imputation dommageable et 6 mois pour l'imputation dommageable avec des amendes et tout ça financière. Tu vois, Mouto a porté une plainte à l'équipe na TV à l'obi nanga que toza nenge toza kawana toyi barambongo ya l'État pour ceux qui tosali projet to bimisa rambongo. Mais quoi depuis normal que mon parti se dise
c'est l'opportunité de démontrer que ce que tu disais, tu avais raison. Diego, vous comprenez? Moi, ça les gars. Donc, c'est ça. Bisso, intérêt na Bisso, dans cette république, pour l'instant, c'est dénoncé. Tout ça, le quoi, va garder fou. Bino, intérêt na Bino, c'est dire la vérité. C'est-à-dire, bon, ça peuple vérité. Bino, nyon, soit, bolobara, le kouta a fini, c'est que vous soutenez d'une manière ou d'une autre. Vérité, yango epimi. Balobi na Bisso na confirmé que Nicolas Kazadi serait arrêté pour habiter le bar conditionnel. S'il est arrêté, est-il arrêté pour avoir détourné ou pour avoir dénoncé? Certainement pour avoir dénoncé. Je le soutiens. C'est clair. Nana posa taillé par ma tête. Toi, on a un problème de la justice, oui. Mais s'il fait quelque chose qui renforce davantage notre position, je le soutiens. Moi, je suis comme ça. Attends, ceux qui te béba, ils n'ont pas l'icambo. Et vous savez l'icambo en ma faveur. Je le soutiens. Vous voyez bien, il me protège. Le son a dit qu'il y a une situation de malfaiteurs. Comment tu peux dire ça? Selon Nicolas Kazadi. Je suis dans l'abri. Par rapport à Merlin, par rapport à Bandegognon, so Bazali na difficulté. Ça Merlin, vous aussi Gaza. Courage. N'a jamais Batama Banga te courage. Mourir n'est rien. Vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Mais là, vous, pratiquement, bien qu'elle est en âge, nous sommes pratiquement de la même génération. Soyez Kanyi Merlin, vous, pour avoir dit la vérité, pour avoir défendu la cause nationale, je l'applaudis. Je ne veux pas me pleurnicher. Parce que c'est pas pour la nation. Madame Wakangi, alobaki mamne, alobaki makambuya, pays. Et ça, vous coïncidez dans Magambo, on a Zagoloba. Le personne va kainga bon relater bon continuer combat et ça course à relais certains Merlin un autre Merlin vous va renaître et puis on va continuer le combat. N'abdiquons jamais à notre responsabilité parce que si nous abdiquons à notre responsabilité, cette association de malfaiteurs d'après Nicolas Kazadi va continuer à détourner le fonds public. Courage mon jeune frère. Bunda mais l'autre est livré. La Constitution dit, si vous l'avez arrêté 48 heures après, il doit être devant son juge naturel. Ce qui vous kangi mutu, yesengeli boti kelaye, soit tabenga baboti bandeko naye, soit tabenga avocat naye. Awa na Congo, okoyiko kangama, bakangi yo soki vendredi, baki kokuta nzoto na yo côté ya Kingabwa balobi. Il s'est infligé. Il s'est infligé. Oh non, ami Petari Cédra Massai, on a trouvé bloc note naïe, il aurait dit. Nous continuons notre combat. Voilà. Voilà. Conclusion. Merci pour les questions-réponses. Conclusion et puis nous mettons en terme à ce point de presse. Voilà. Je crois que nous avons fait l'essentiel. Nous voulons assez que notre peuple attelle. Naebite ndeni Kinshasa ko comme propre so iba miyibi ba l'équipe so na courage. Mbongo nyonso esengela kito sala misala pona mboka oyo. Mbongo nyonso ebonga to sala misala na mboka oyo pour que to créer emploi. To sala ke Kinshasa comme propre. To sala ke mboka tambola malamu ba bisi so ba iba. Bravo à Lingeti. Alobi, même na Luala, Baïsiga Baloba, ke Basantu Bazali, Abeti Masolo, il y a 200 millions de dollars Moroboué, où ils allaient mal gérer. Atangi toutes les provinces, y compris la ville de Kinshasa. Toyo Kiawa, Makambuya Zando, frappe. Makambuya Mbongo Yanzela, Baouti Kopoza à 2 milliards de dollars par an, frappe. Wanakutu, député, je cite ici mon cloutou, Nani. Comment Willy Michiki à sa motion dans l'Assemblée provinciale, dans l'Assemblée nationale. Balobi, le ministre il y a infrastructure ne peut pas être touché parce qu'il appartient à la sainte famille. Donc lui doit être protégé. Les fonds publics sont en train d'être détournés. On présente ici qu'on aurait augmenté la solde de militaires.
Je ne sais pas si un parent peut accepter d'être payé comme on paye les militaires. La jeunesse congolaise cherche à créer des emplois. Il n'y a pas d'accompagnement financier, justement parce que les fonds publics sont en train d'être détournés. L'essentiel de nos routes sont en mauvais état. Il y a un problème de logement. Il y a un problème en dessert en eau potable. Nicolas Kazadi a eu bisabiso que projet wana ezala ki pe na kacha ba liste wana. Ba binisi mbongo pona forage. Bref, tous ces éléments-là, nous constatons que ces gens-là restaient impunis. Si Nicolas Kazadi serait arrêté du fait d'avoir dénoncé, je tiens à vous dire que la dénonciation aujourd'hui est un crime. Mais le détournement, c'est une vertu. Parce que lorsqu'on le citait comme détourneur, il n'a jamais été inquiété. Il était en contact avec Félix Sekedi. Mais maintenant là, s'il serait arrêté, le fait d'avoir dénoncé, en ce moment-là, il n'y a pas eu d'appel, on ne lui a pas dit, attends, on doit vérifier. Ce qui veut dire, cette société d'immoralité, je n'en veux pas. Merci. Alors, vous voulez les changements? Je vous propose l'article 64. Parce que les délinquants de la République ne doivent pas continuer indéfiniment et impunément à nous imposer leur immoralité. Voilà, merci. Merci, voilà ce qui met un terme à ces points de presse. Nous vous remercions, chers professionnels des médias.